Voilà, bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais procéder à l'appel. Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron Présent. Nicole Gaget Présente. Jean-Claude Rollinger Présent. Résine Grignon Présente. Dominique Devandeville Daniela Kitescu Christophe Frise Présent. Elisabeth Leculaire Présente. Mehdi Bébarek excusé Catherine Bijoux Présente. Noël Aubry Présent. Laurégane Célin est arrivé Gilles Bauchet Présent. Claudine Couder présente. Ah, Claudine, pardon, je suis encore dans présente. Marie-Angélique Picard Présent. Julien Machrac Présent. Jean-Philippe Picard Présent. Brigitte Berthaud, excusez, pouvoir à Madame Picard. Non, Philippe, pareil, il n'avait pas entendu mon nom. Donc, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, alors, Monsieur Aubry et Madame Kitescu. Voilà. Ordre du jour, donc point numéro 1, procès verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. Parfait, donc nous passons au vote. Qui approuve, qui est pour ce PV? Qui l'approuve? Donc, l'unanimité sauf les absents. Point numéro 2, présentation de la synthèse du rapport social unique. Donc, depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales, les EPCI aussi, doivent établir un rapport social unique, ou RSU, annuel au titre de l'année écoulée, c'est-à-dire 2022. C'est un outil de dialogue social qui permet à l'employeur public de bénéficier d'indicateurs concrets afin de résoudre les problèmes internes et de mettre en place des actions concrètes. Ils sont analysés l'emploi, avec l'analyse des effectifs, la rémunération, l'hygiène et la sécurité, les conditions de travail, la formation, donc l'évolution professionnelle, la relation professionnelle, l'outil de grève, et les conditions de vie. Donc ce rapport est public. L'outil automatisé qui permet la réalisation de cette synthèse a été développé par le comité technique des observatoires régionaux des centres de gestion, donc qui élabore ce rapport social en fonction des données fournies. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, le Conseil prend acte, il n'y a pas de... Point numéro 3, compte rendu d'une décision du maire. Donc, je vous rappelle que notre comptabilité est en M57 depuis le 1er janvier 2023, comme l'a délibéré le Conseil municipal de septembre 2022. La M57 autorise la fongibilité des crédits entre les chapitres à hauteur de 7,5% au sein d'une même section. Donc il n'est plus nécessaire de faire des décisions modificatives. Pour répondre aux besoins communaux, il a été procédé au virement de crédits suivants: dépenses d'investissement au chapitre 21, diminution des crédits sur le compte 21 534, les réseaux électriques, diminution de 6 700 €. En dépenses d'investissement, augmentation de crédit au chapitre 20, compte 20 51, concession droits similaires, 6 700 €. Donc le Conseil prend acte. Pas de questions? Point numéro 4, les zones d'accélération des énergies renouvelables sur la commune de Rubel. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la protection des énergies renouvelables, c'est-à-dire la loi APER, a été adoptée pour permettre, grâce aux énergies renouvelables, de diminuer l'émission des gaz à effet de serre. La France se donne pour objectif d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030, contre 20% actuellement. Les énergies renouvelables sont le solaire avec photovoltaïque thermique et thermodynamique, l'éolien, mer et terre, la géothermie, la méthanisation, l'énergie hydraulique, la biomasse.
le titre premier de la loi annonce une appropriation territoriale des énergies renouvelables et une bonne intégration ou insertion paysagère. L'État a donc souhaité, à partir des cartes officielles qu'il a établies, que les communes relaient aux administrés les potentiels en énergie renouvelable repérés tant dans le domaine public que dans le domaine privé. Cette concertation pouvait se faire avec les administrés, pouvait se faire de différentes manières. Flyers, site de la mairie, panneaux pocket ou éventuellement réunion publique. Les propositions des zones d'accélération des énergies renouvelables doivent être présentées en conseil municipal, puis en conseil communautaire où a lieu un débat, puis sont remontées au sous-préfet de Meaux, M. Nicolas Honoré. Tout ceci devant être fait avant le 31 décembre. À Rubel, la concertation a eu lieu du 21 novembre au 11 décembre. 9 observations nous sont parvenues. Observations qui, pour certaines, sont très favorables, pour d'autres défavorables, pour d'autres qui s'inquiètent justement de l'insertion paysagère, et d'autres questions sur les subventionnements possibles. Les zones d'accélération proposées ont permis d'identifier et de retenir un secteur, notamment sur les bâtiments publics, écoles, ça limiterait là, l'URSSAF, et privés, Carrefour Market, TMH, pharmacie par exemple. Pour Rubel a été principalement retenue l'implantation de panneaux photovoltaïques en toiture. Est-ce qu'il y a des questions ? On se posait la question, est-ce qu'au niveau de l'agglo, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des fonds qui soient disponibles plus que l'ont été durant les dernières années, justement, pour nous aider à avancer? C'est-à-dire que l'agglo donne des subventions pour installer des panneaux. Alors, ça n'est pas dans ses compétences, parce que vous savez que pour que l'agglomération intervienne sur un sujet, quel qu'il soit, il faut que ça entre dans les compétences de la CMDS. Là, il n'y a pas de compétences qui soient directement liées à ça. En revanche, l'agglomération peut orienter pour demander des subventions vers l'État, ou vers la région, ou vers l'Europe. Mais elle peut tout simplement donner des conseils, mais pas donner elle-même l'argent. Sauf par le biais des fonds de concours qui sont octroyés aux communes, mais ça a été octroyé une fois sur un mandat, donc jusqu'en 2026, et ces fonds de concours ne sont pas du tout à la hauteur financière d'une installation de panneaux photovoltaïques. Ils sont trop réduits. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité pour. Point numéro 5, le permis de louer. Donc je vais passer la parole à Rémi Gendron. Oui. Alors le permis à louer, c'est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la loi Allure. Et ça consiste à améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne. Alors ça, je l'avais présenté l'année dernière, le fait qu'on voulait instaurer un permis de louer en commission d'urbanisme. Donc on n'a pas pu l'instaurer jusqu'à présent parce qu'on attendait la délibération de la communauté d'agglomération, puisque c'est eux qui ont la compétence habitat. Donc ça a été fait le 9 octobre, donc on est en mesure de délibérer sur le permis de louer à Rubel, suite à ça. Donc en fait, effectivement, Rubel souhaite accroître la lutte contre l'habitat indigne et insalubre. Alors, et aussi exercer un contrôle des logements privés. Alors ça ne concerne que les bailleurs privés, en amont de la prise de bail. Alors c'est pas systématique, les visites de contrôle ne sont pas systématiques, mais si on l'estime nécessaire, on fera des... Alors, dans un premier temps, il fallait définir des secteurs géographiques pour lesquels la mise en location d'un bien doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable de mise en location.
Donc c'était une carte qui a été donnée en annexe, où on voit en vert les rues concernées. Alors les rues concernées, les lieux, c'est la cour du parc, donc ici, la rue de la Faïencerie, la place des Trois Moulins, la rue de Pralin, le chemin du Haut des Ponceaux et la route de Meaux. Alors pourquoi on a ciblé ces secteurs? C'est parce qu'en fait, il y a des grosses bâtisses qui peuvent donner lieu à des locations, des divisions en appartements et des locations. C'est déjà le cas, par exemple, route de Meaux. Il y a certains bâtiments où il y a déjà des locataires. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu un droit de regard sur ces locations, mais on veut avoir un droit de regard sur les locations à venir. Et c'est pour ça qu'on a instauré ce permis. Alors, en fait, chaque bailleur privé devra faire une demande d'autorisation préalable à la mise en location avant la location effective, avant le bail. Ou alors, même si ça peut être fait après, dans un délai de 15 jours. Donc, en fait, la mairie va délivrer un récépissé avec un avis sur le logement. Alors, ce qui est regardé, c'est les risques pour la santé, la sécurité des personnes, principalement. Tout le côté salubrité et risque pour les personnes. Alors, ça peut être soit favorable, soit défavorable, un refus, carrément, ou alors un accord sous réserve de travaux à réaliser. Donc, la mairie se donne le droit de faire une visite. Alors, la visite, on ne la fait pas nous-mêmes parce qu'on n'est pas compétent pour juger. Il y a un tas de critères correspondants. Il y a un organisme qui fait ça, c'est un prestataire, Soleia, qui est une association sociale, publique, agréée par l'État, et qui est reconnu service social d'intérêt général. Alors ce prestataire travaille déjà pour Damary-Lévis et pour Saint-Fargeau-Ponthierry. Donc ils sont agréés et ils ont tout un protocole qu'ils nous ont transmis. Donc on peut faire appel à eux pour faire ces visites. Donc on ne fera pas des visites systématiques, mais si on estime que certains logements présentent des risques ou sont susceptibles de présenter des risques d'insalubrité, on fera appel à ce prestataire. Alors bien sûr, il y a un forfait d'environ 200 € hors taxe par logement. Alors ils analysent des documents, CERFA, diagnostic, ils font la visite, ils font la rédaction d'un rapport et ils transmettent ce rapport à la commune. C'est à partir de ce rapport qu'on pourra décider de l'avis qu'on va donner. Alors il faut savoir que les bailleurs privés, s'ils ne font pas cette déclaration, ils sont passibles d'une amende. Et l'amende, elle va de 5 000 à 15 000 €. De même, s'il y a un avis défavorable avec des travaux à réaliser, s'ils louent quand même les logements et qu'ils ne font pas les travaux, ils sont aussi passibles d'une amende jusqu'à 15 000 €. C'est vraiment une obligation pour les bailleurs privés de faire cette déclaration, cette demande d'autorisation préalable de mise en location. Alors le permis de louer sera effectif au 15 avril 2024, puisqu'il y a des délais à respecter pour la mise en place, enfin la mise en opération. Alors il faut savoir quand même qu'on n'a pas de droit de regard sur les futurs occupants, donc on ne peut pas traiter du risque de suroccupation des logements, parce que ça ne rentre pas dans le cadre du permis de louer. Et s'il y a des loyers par exemple qui sont trop élevés, on n'a pas à statuer là-dessus en fait. C'est seulement sur la salubrité du logement. Bon voilà, donc on va délibérer sur l'instauration du permis de louer. Si vous êtes d'accord. Donc j'ai juste une question. Pourquoi il n'est pas élargi directement sur toute la commune, dans le volume de la commune, le permis de louer, parce qu'il n'a pas un coût, un certain coût. Alors, pourquoi il n'a pas été élargi directement sur la en général, enfin, dans la loi Allure, en fait, ils veulent qu'on cible quand même des secteurs privilégiés pour ça. Il y a des logements sociaux. Oui, dans le cadre de la loi Allure, on ne peut pas appliquer ça à toute une commune parce qu'il y a des endroits où ça ne s'appliquera pas. Hein. Les zones pavillonnaires, par contre, les rues
les routes où il y a des bâtiments plus importants, là c'est plus propice à ce type de logement insalubre. On peut avoir des propriétaires qui peuvent aussi louer leurs biens. Donc, ça peut être aussi des biens qui sont aussi insalubres. Donc ça peut aussi s'y prêter. Alors ça, c'est pas visé dans le marbre. On va commencer par ces lieux-là où on pense que vraiment il peut y avoir des logements comme ça. Après, on pourra l'étendre. On peut apporter un avenant et compléter cette carte. Alors, ça servira d'expérience aussi. Qu'est-ce qui paye ce contrôle? La mairie, la commune. D'accord. Parce que de toute manière, tout propriétaire qui souhaite louer un logement est obligé de faire des diagnostics obligatoires. Oui. Et donc pourquoi ce ne serait pas mis à la charge du propriétaire qui éventuellement souhaiterait donc louer? C'est pas prévu comme ça. Dans la loi, c'est pas prévu C'est pas prévu comme ça. La mairie paye le prestataire, Saint-Fargeau aussi. Alors il faut savoir que les permis de louer, il n'y en a pas encore beaucoup sur l'agglomération. Il y a Melun, qui a été le premier. En 2020, Damarélis en 2021, Saint-Fargeau en 2021 et à La Rochette aussi. Donc après il y aura d'autres communes, je pense, qui vont intérêt. Alors c'est assez récent puisqu'il y a des décrets qui sont passés il n'y a pas très longtemps, ça date de 2020. Bon, enfin je pense que c'est quand même important pour la commune, hein, c'est d'être sûr que tout le monde soit logé de manière digne et sans risque de santé et de sécurité. Oui, c'est vrai que c'est bien, mais ça engendre quand même des frais. Oui. C'est vrai, bon, c'est une loi encore. Voilà, alors, c'est pas difficile systématique. Hein. On va cibler, si on a des échos actuellement de locataires qui se plaignent de conditions insalubres, on a déjà vu un cas. On va cibler ces logements-là en premier. On ne va pas faire visiter tous les logements. Ah oui, on va pas le faire. On va vraiment cibler les logements qui le nécessitent. Oui, parce que comme le disait Jean-Claude, on se doit de toute manière, voilà, d'avoir sur l'énergie, surtout que ce qu'on va louer soit effectivement dans des normes, l'électricité, etc. Il n'y a pas que ça, là, justement, dans le permis de louer, c'est des critères, c'est beaucoup plus étendu que ça. Hein. Je vais les citer. Bien sûr, il y a la salubrité et la sécurité du bâtiment, les risques sanitaires, la sécurité, le plomb, l'amiante, la prévention des chutes de personnes, éclairage naturel des pièces principales, les structures, organisation du logement, dimension des pièces, protection phonique, les facteurs de risque liés à l'installation de combustion, le CO2, l'émission de CO2, les désordres liés à l'humidité, l'aération, les équipements. Alors les équipements, effectivement, les réseaux d'alimentation en eau, en électricité, l'évacuation des eaux usées, il y a tout ça. Donc, en fait, c'est un technicien qui est expert, qui va faire la visite en fonction de ces critères-là. Et après, il remplit un rapport. Oui, il donnera son accord. Et un formulaire spécial à renseigner, assez complet. Hein. Et tout ça. Alors ça correspond à environ 3 heures de travail par logement. Qui fait environ 200 € là, ça leur tarif. Hein. 200 € hors taxe. Et qui est-ce qui taxe si jamais il ne fait pas les travaux? Alors c'est l'État au travers de la préfecture. Donc on avertit. Ah oui, c'est pas évident ça. Comme tout. C'est l'administration, mais il faut passer par la préfecture. Vous voyez là, ce que je déplore, c'est une fois de plus le temps qui va être pris pour des personnes qui dès le départ devraient avoir la bienséance de loger ou de mettre un logement à louer en bon état. Ah oui, tout à fait. Et c'est ça. Et donc je pense... ça n'existe pas, bien sûr. Voilà. Et donc, et quelque part, ça c'est quand même quelque chose qui est récurrent et dommageable pour la commune et pour les fonds de la commune. Parce qu'une personne, un citoyen en bonne conscience ne mettra pas son logement à louer s'il n'est pas salubré. Bah justement, avec ce dispositif-là, il sera a priori obligé de mettre son logement en état correct, en conformité. Parce que tout le monde, il est passé évidemment, mais ça se saura si son logement est considéré comme dégradé et tout ça, ça va se savoir. Donc ça va être préjudiciable pour le propriétaire aussi. Mais malheureusement, ça risque de ne pas suffire. Peut-être, mais c'est déjà un premier pas. C'est mieux qu'actuellement où on ne peut rien faire. On ne fait pas grand-chose. Oui, tout à fait. Bah si, après, la mairie peut interagir
si le logement est insalubre et impropre à la location. Ça veut dire qu'il y aura des travaux où l'expert va décider que, ok, il y a ça qui va passer quelque part. Vous faites des travaux et vous aurez l'autorisation que dans la maison vous avez fait les travaux. Est-ce qu'on a des retours sur les communes qui ont déjà mis ça en place, à savoir s'il y avait beaucoup de logements qui ont été... Damarie, je pense qu'il y en a pas mal, mais j'ai pas... Il n'y a pas de chiffres. Non, moi j'ai pas été chercher. Hein. On va en avoir, mais Damarie... On va voir si ça a été sanitaire, si ça a permis. Alors après. C'est assez récent, donc oui, je pense qu'il faut un petit peu de temps pour apprécier l'efficacité. Ouais. Ça ne doit pas être efficace à 100%, mais je pense qu'au moins 50%. Je pense que c'est surtout aussi vis-à-vis des bailleurs sociaux. Alors, ça concerne que les bailleurs privés. Privés, pas, oui, mais pas sociaux. Que privés. Eh ben, c'est vrai. Les bailleurs sociaux sont contrôlés différemment. Oui, mais enfin, il y en a quand même où c'est un propriétaire. Il y a aussi le cas de figure des logements qui sont tout à fait aux normes, mais qui malheureusement sont dégradés par les locataires. Donc, il faut qu'il y ait aussi la possibilité pour le propriétaire qui est de toute bonne foi de pouvoir venir s'expliquer. Parce que si on envoie un contrôle chez lui et qu'on voit qu'il n'y a rien qui va, alors qu'un an plus tôt tout était impeccable, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir un recours, d'expliquer qu'il est de bonne foi et que voilà. Oui, alors ça c'est quand même par rapport à la mise en location qui va venir. Donc la mise en location actuelle, ça ne s'applique pas. Ça s'applique que quand il va remettre en location. Après il doit donc contacter, obliger le locataire à certaines choses qui lui ressortent du locataire. Donc c'est pas rétroactif. Non, c'est pas rétroactif. D'accord. Non. Parce que les gens sont en place, on ne peut pas contrôler. Alors on a eu des échos de logements, un logement qui était particulier avec l'humidité et tout ça. Donc, là pour l'instant on ne peut rien faire, donc on va suivre notamment ce logement. Pas d'ouverture dans certaines pièces. Oui, c'était très humide. Pas de fenêtre dans certaines pièces. Limite insalubre, effectivement. Route de mots. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Donc, qui est contre l'instauration de ce permis de louer? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, je pourrais poser une question, simplement, pour savoir, est-ce qu'à Rubel, il y a des logements, des maisons qui sont squattées? Non. Pour l'instant, je me suis dit, tiens, il y en avait route de mots. D'accord, autrement il n'y en a pas. Non, a priori, on n'a pas connaissance encore. Je vois, pour les expulser. Connaissance pour l'instant. Alors, point numéro 6, rapport de la SPL, de la communauté d'accélération de la Val-de-Seine. Donc, la commune de Rubel adhère à la société publique locale de Melun-Val-de-Seine depuis sa création en 2013. C'est un outil mutualisé de ses actionnaires pour mettre en œuvre leur politique de développement du territoire et la réalisation de leurs projets. La SPL est administrée par une assemblée spéciale qui regroupe les représentants de chacune des collectivités actionnaires, autres que la CMDS, un conseil d'administration qui se compose de 15 membres désignés par la CMDS et de 3 membres désignés par l'Assemblée spéciale. En tant que représentante de la commune au sein de l'Assemblée spéciale, il me revient de présenter le rapport d'activité de la SPL. Donc le conseil municipal doit prendre connaissance de ce rapport annuel. Alors je ne peux pas tout vous relire et tout vous dire, ça serait un petit peu fastidieux. Bon, il faut savoir que nous, en ce moment, on n'a pas du tout d'action engagée avec la SPL. En revanche, de nombreuses communes sont en train de réaliser des travaux, des petites, des grandes communes. Et la SPL, qui pendant un temps était un petit peu, avait une gestion un petit peu difficile, a maintenant quand même un rapport d'activité qui est positif. Voilà. Et donc ce rapport va reprendre toutes les opérations suivies par la SPL, et ça concerne l'aménagement, le renouvellement urbain, les études et le conseil aussi. Voilà, et donc avec un compte créditeur, ce qui est à souligner, parce que ça fait quand même quelques années que ce n'était pas le cas.
Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors on va passer au vote. Donc qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Qui approuve ce rapport? Donc à l'unanimité, approbation. Point numéro 7. Délibération qui porte le mandatement du Centre départemental de gestion, le CDG 77, pour la mise en concurrence d'un marché d'assurance des risques statutaires. Donc le Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne va remettre en concurrence au premier trimestre 2024 le contrat groupe d'assurance des risques statutaires qui correspondent aux prestations que les collectivités territoriales sont tenus de verser à leurs agents, donc maintien du traitement en cas de maladie, de maternité, d'incapacité de travail ou d'invalidité, ou des allocations qu'on doit aux conjoints. Je vous propose de mandater le Centre départemental de gestion de Seine-et-Marne pour la mise en concurrence de ce marché, afin de souscrire pour son compte des conventions d'assurance. Les caractéristiques de ces conventions sont les suivantes. Durée du contrat, 6 ans à effet du 1er janvier. Régime du contrat, capitalisation, 1er janvier 2025. Régime du contrat, capitalisation. La collectivité souhaite garantir les agents titulaires, stagiaires, non titulaires, affiliés à l'IRCANTEC, les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, on passe au vote. Donc, qui est contre ce mandatement? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 8. Cession par TMH de la parcelle de la tranche 2 des 3 noyers. Donc, la commune a été sollicitée par Trois Moulins Habitat le 4 décembre 2018 pour la rétrocession des espaces publics, trottoirs et places de stationnement sur le LC9. Alors vous avez un plan qui vous montre où se trouve ce LC9, parce que voilà, c'est un petit peu abscon quand on n'a pas le plan. Un accord de principe a été donné par la commune le 21 décembre 2018 sous réserve de la bonne réception du chantier, ce qui a été fait. Le chantier a été réceptionné. La cession s'effectue à l'euro symbolique. Donc seront placées dans le domaine communal les parcelles ZEDA 927 et ZEDA 928. Donc vous avez vu où ça se trouve. Ce sont les parcelles qui sont de l'autre côté de la boulangerie en fait, sur la place Robert. Voilà. Donc il y a du parking. Il y a des questions? Non, c'est joli par contre, hein, c'est vrai. Ça commence à prendre forme. Oui, franchement, au niveau de la boulangerie, tout ça, le quartier, c'est super sympa. Oui, ça commence à être vraiment bien. Parce que les arbres ont pris un petit peu d'ampleur. Oui, très très bien. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 9, dissolution du syndicat intercommunal de gestion et de fonctionnement du foyer résidence La Chênaie et répartition de son actif et de son passif entre les collectivités membres. Alors je vais céder la parole soit à Madame Bijoux, soit à Monsieur Aubry, qui étaient nos dignes représentants au foyer, et on doit les remercier parce que ils ont beaucoup participé aux réunions très fréquentes de ces derniers mois. Donc nous arriverons à la fin de cette longue histoire compliquée et laborieuse. Il ne reste plus maintenant aux communes faisant partie du syndicat à voter la dissolution de la Chênaie pour le 31 décembre 2023. Le point négatif, c'est que ça a coûté encore pas mal d'argent à la commune, dans les 17 000 euros. Hein. Oui, au total, oui, cette année. Et aux autres communes aussi, hein, les concurrents à Gênes.
Ça a demandé aux personnes qui s'en sont occupées un travail assez compliqué de recherche de documents, arrêter tous les contrats, enfin compliqué. Le point positif, c'est que tous les résidents ont été replacés et tout le personnel a été recasé dans d'autres communes alentours. Personne n'est resté sur le carreau. Normalement, toutes les factures ont été apurées. C'est Melun qui a pris en charge, qui prend en charge encore pendant un certain temps, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce sont d'éventuelles factures qui arriveraient, qui n'ont pas été connues des personnes qui se sont occupées, mais logiquement il n'y en a pas. Et Melun redivisera ça en fonction. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de surprises négatives, peut-être des surprises positives, puisque des contrats ont été rediscutés et peut-être que de l'argent va être reversé, mais ça, on espère, mais on n'est pas certain. Voilà. En tout cas, l'hémorragie s'arrête. Voilà. Oui, c'est ça. Ça a coûté cher, mais c'est terminé. Logiquement. Qui va reprendre ses locaux? Alors, je crois qu'il y a plusieurs personnes. La dernière fois que nous y sommes allés, il y avait quelqu'un qui pensait faire des logements, reprendre la même activité et en plus faire des appartements pour les familles de personnes handicapées, pour les gens handicapés qui vont vieillir et qui ont besoin de la famille autour. Ah, ouais. Je crois qu'il y a 2 ou 3, d'après ce que j'ai compris, il y a 2 ou 3 éventuels repreneurs, mais pour l'instant c'est vraiment dans le flou. On ne nous en a pas dit plus. C'est un beau projet. C'est le plus complexe qui va reprendre les locaux. C'est Habitat 77, oui. Le propriétaire qui en a mis fait en bail, donc qui récupère les locaux, mais qui s'est déjà chargé de les vendre. Donc ce sont des tiers qui peut-être reprendraient ou feraient fonctionner une activité comparable, on va dire, pas similaire mais comparable. Ils n'ont pas essayé à l'État pour remettre des migrants dedans des fois? Non. On n'en a pas entendu parler. Non. Maintenant, tu sais, on n'est pas au courant de tout dans ce syndicat. Ça concerne la commune de Livry. Oui. Ouais. Bien, donc il va falloir nous prononcer Contre sur les dissolution. Est-ce qu'on dissout? Donc qui est contre la dissolution? Ce serait bien. Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, pour à l'unanimité. Point numéro 10, autorisation spéciale des dépenses d'investissement avant le vote du budget municipal de 2024. Donc là, je passe la parole à Gilles. Merci. Donc on arrive à la fin de l'exercice 2023, bien sûr, vous l'avez tous constaté. Donc les dépenses de 2024, le budget 2024 n'est pas voté avant le mois de mars-avril. Donc pendant cette phase de janvier à avril, le conseil municipal doit donner l'autorisation au maire d'engager un certain nombre de dépenses, si c'est nécessaire, sur plusieurs chapitres. Il y a des chapitres sur lesquels le maire n'a pas besoin d'autorisation, c'est tout le fonctionnement et le remboursement de la dette. Donc ça, c'est automatique et obligatoire. Par contre, sur les chapitres d'investissement, je dirais plus classiques d'immobilisation, le conseil municipal doit se prononcer et donner au maire l'autorisation de mandater pendant cette période pour pouvoir faire face aux dépenses nécessaires jusqu'au vote du budget. Donc traditionnellement, la proposition qui est faite chaque année, c'est de prendre un quart du budget de l'année précédente sur ces chapitres et de proposer donc d'ouvrir un quart des dépenses en autorisation jusqu'au vote du budget 2024. Donc les chapitres, vous les avez, c'est les chapitres immobilisation 20, 21, 23. Et pour chaque chapitre, vous avez les différents montants. 12 300 sur le chapitre 20, 9 800 sur le 204, 83 000 sur le 21 et 271 000 sur le 23. Donc qui représente un quart du budget 2023. Voilà la proposition qui est faite au Conseil, qui doit donner son autorisation pour que le maire puisse agir.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Enfin, moi, je trouve ça compliqué, mais bon. Ah non, c'est tout ça. Non, je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas réellement trop mon domaine, donc je suis d'accord. Non, mais ça a l'air quand même assez compliqué tout ça Non, à gérer. Non, c'est un trimestre. Ou ne pas dépenser beaucoup, c'est encore mieux. Il faut faire face jusqu'au vote du budget. Le vote du budget, on n'est pas obligé de les dépenser. On n'est pas obligé de les dépenser. Non, c'est pas une obligation. C'est une autorisation. Ah, simplement. Juste une autorisation. Voilà. Pour faire face aux dépenses. Une partie seulement sera. Le budget est clos le 31 décembre. Oui. Donc si une facture arrive le 10 janvier, Ah, s'il n'y a pas cette autorisation-là, on ne peut pas payer. Ah, on ne pourrait pas. Dans ces chapitres, dans les chapitres énoncés. Par exemple, on a une fuite sur le toit de l'école, il faut réparer, il va falloir payer, ça entre dans ces chapitres-là. Si on ne donne pas l'autorisation, on n'aura pas le droit de mandater. Ah, très bien, c'est bien clair. Donc, chaque année... Donc, chaque année, on prend cette délibération. D'accord. Oui, tous les ans, on prend la Voilà. Super. Voilà. Alors, qui est contre cette autorisation? Qui s'abstient, qui est pour l'autorisation, donc pour l'unanimité. Et bien voilà, l'ordre du jour est épuisé. Donc le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 29 février. Nous aurons peut-être besoin, nous aurons peut-être la nécessité de faire un conseil en janvier, mais on ne sait pas encore. Ce serait pour avoir des autorisations pour le 29. Ah oui, le 29 février. Ouais. On ne fait pas souvent. Voilà. Très bien. Toujours 19h. 19h. Et je vous rappelle, ou Madame Gagé vous rappelle que dimanche il y a un concert. Voilà. Vous êtes invité à venir écouter un concert, l'Arlésienne de Bizet, par un concert symphonique. Voilà. Il y aura, voilà. Et les enfants de classes de CM2 et CM1 qui viendront aussi chanter, qui viendront chanter quelques couplets de la marche des Vierges. Et faire aussi des percussions. Mais non, faire des percussions. 16 heures. Nicole, merci pour ton invitation. Oui. Merci pour ton invitation. Oui. Merci Nicole. C'est payant. Oui. Non, mais moi, elle me l'a donné. Alors, d'accord. Alors, c'est payant, mais vous faites quand même une bonne action parce que nous payons ce concert. Donc ça nous rembourse un petit peu. Voilà. Oui, Madame le maire, pourriez-vous, sachant que nous avons été abordés par certains Libérois concernant la maison des associations, certains évoquent l'idée que ce ne serait pas quelque chose à ne pas envisager, la démolition, reconstruction, d'autres parlent de faire des pièces. Où en est le projet? Alors, pour l'instant, comme on n'a pas d'argent, le projet est un petit peu figé au niveau de la maison. Parce que aussitôt qu'on pourra débloquer les fonds, l'idée c'est de faire un parking, parce qu'en fait, cet endroit-là a été acheté. Surtout, bon, il y a la maison, donc voilà, mais pour faire un stationnement, pour libérer le parking des parents, ce qui dégagerait la rue de Trois-Moulins. Donc, avant de s'occuper de la maison, la première chose, c'est de s'occuper de l'organisation du parking sur le terrain. Je pense que c'est plus raisonnable, et puis après, voilà, tout va dépendre des finances. Si on a de quoi faire, on fera. Mais après, ça peut être sympa, effectivement, la maison des associations, voilà, dans le sens où... En fait, on pourrait aussi l'aménager, voilà. Alors maintenant, si toutes les associations veulent bien s'y mettre et bénévolement venir casser des murs, peindre, faire la toiture, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ce sera voilà. Mais ça serait... vous savez que la salle Émile Trélat a été construite par une association, un comité des fêtes. Donc, je veux dire, c'est pas irréalisable.
ça, faut peut-être lancer voilà. On peut lancer des locaux à chacun aménage ses locaux. Voilà, ben oui. Ou même en faire carrément un projet communal, un projet d'été. Oui, ouais. Tout à fait. Et ça peut être, on peut rendre ça même convivial, où les gens se retrouvent. Absolument. Et on utilise les différentes compétences. Voilà, voilà. Mais bon, c'est vrai que là, pour l'instant, les finances communales ne permettent pas d'aménager pour l'instant. La maison, en tout cas. Très bien. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. Une bonne année aussi, si on ne s'en voit pas. En principe, on s'en voit dimanche au concert. Ah, tu veux? Et puis, oui, mais les vœux, c'est à la fin. S'il vous plaît, vous serez bien sûr invité, puisque le conseil municipal, ça sera en février, en principe. Et, je vous rappelle qu'il y a la cérémonie des vœux le dernier samedi 2 janvier, à 11h. Le 27 janvier. Le 27. Voilà. 27 janvier. Vous serez invité par mail. Ah oui. Voilà, et bien la séance est levée. Alors tu prends un vœu, hein.